En France, les gens te fixent des meetings par défaut d'1 heure. C'est une aberration. La valeur créée aujourd'hui par les business, par les boîtes, par les individus grâce à l'IA est énorme. On ne peut rien faire sans être en pleine conscience. Et les gens, ils font plein de choses sans être en pleine conscience. Le plus dur à encaisser, c'est les entrepreneurs qui échouent parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean de la Roche-Brochard, un acteur clé du capital risque en France. Il accompagne chaque année des dizaines de startups en amorçage, contribuant à faire émerger les futurs champions de la French Tech. Jean est reconnu pour son approche directe et engagée, défendant une vision du capital risque fondée sur la transparence, la réactivité et un véritable partenariat avec les entrepreneurs. Il prône un accompagnement sans complaisance où dire la vérité aux fondateurs est une condition essentielle pour les aider à grandir. Au-delà de son rôle d'investisseur, il s'intéresse de près à la soutenabilité du travail des entrepreneurs. Dans son livre Human Machine, il partage ses méthodes d'organisation et ses réflexions sur l'équilibre entre performance et bien-être, un sujet crucial dans un écosystème où l'intensité du travail est souvent valorisée au détriment de la santé. On va parler aujourd'hui de son parcours, de son rôle auprès des startups, de sa vision du financement à early stage, mais aussi des défis et opportunités pour l'innovation en France et en Europe. Je suis très heureux de le recevoir. Salut Jean. Salut Arnaud. Est-ce qu'on peut partir du début, un peu ton environnement familial, d'où tu viens et voilà, dans quel environnement tu as grandi? Dans un environnement où mes parents ont divorcé tôt, j'avais 8 ans. Moi, ma mère bossait beaucoup, mon père aussi. Et du coup, je leur disais toujours quand ils me demandaient si j'avais fait mes devoirs que je les avais faits alors que ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai survécu à l'école jour après jour pendant extrêmement longtemps jusqu'à me révéler quand j'ai commencé à faire de la levée de fonds en 2009, donc très tard, j'avais 25 ans. Tu avais une volonté d'entreprendre, absolument. Comment t'es arrivé là-dedans? J'avais pas de volonté d'entreprendre, mais tu vois, mon père, je me rappellerai toujours, il bossait pour une boîte qui s'appelait Excel Vision. Et à l'époque, j'avais moins de 10 ans, et Excel Vision, ça devait être un concurrent de Macintosh. Et chez Excel Vision, il y avait un journal dont je me souviens plus le titre, et derrière, j'ai encore l'affiche chez moi. C'était le premier robot d'intelligence artificielle sur un ordinateur, et on est en début des années 90, tu vois. Donc moi, j'ai toujours vu ça quand même devant moi. Et quand j'avais 15 ans, mon père m'a demandé de faire son site internet pour son restaurant. Et quelques années plus tard, de faire ses campagnes Google AdWords, à l'époque où je payais un clic 5 cents, tu vois. Donc, en fait, sans le vouloir, par la force des choses, oui, j'ai été un peu baigné là-dedans. Et donc, forcément, ça a nourri un peu ce désir, quoi. Tu as commencé en banque d'affaires? En banque d'affaires, ouais. Mi-2000, je ne sais même plus de c'est quoi. Début 2008. Comment t'es tombé là-dedans? Pourquoi? En fait, quand j'ai passé mon bac, j'avais 19 ans, j'avais un an de retard, j'avais redoublé la seconde. Je l'ai eu tout juste à l'oral. Mon beau-père, le second mari de ma mère, m'a dit « Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ?» Moi, je ne savais pas. Lui s'occupait de l'UFR de gestion à la Sorbonne. Moi, j'étais très silencieux à l'arrière de la classe et mon but, c'était d'être le moins visible possible. Donc, je me faisais invisible. Et donc, redoubler la seconde. J'ai jamais pris de notes depuis le CP, tu vois. J'ai pas de carnet de notes. Je ne sais pas faire. C'est vraiment un défaut chez moi énorme. Et donc, à la fin du bac, du coup, je suis passé à l'université, Paris 1. J'ai péniblement, mais finalement quand même réussi à passer les 2 premières années, qui sont généralement des coups près où tu as la moitié des effectifs qui tombent. Et puis, je me suis retrouvé fin 2007 avec un master de management stratégique international dont je ne savais pas quoi faire. Et comme j'avais fait avant un M1 de finance d'entreprise, j'ai pris toutes les banques d'AF et tous les investisseurs de la place de Paris. J'ai envoyé mon CV de manière un peu bête et méchante à tous. J'ai reçu 2 entretiens. Un à la Société Générale en Equity Research où les mecs ont rapidement compris que c'était gouré de candidats. Voilà, j'avais pas fait ni HEC, ni ESSEC, ni ESCP comme les autres candidats. Et l'autre, Avenir Finance, qui était à la bourse sur son process pour recruter un stagiaire et qui s'est dit il n'a pas l'air trop con, on va le prendre, et on va bien l'essorer. Et en fait, grâce à eux, mine de rien, ça m'a propulsé, quoi. Donc tu rentres dans ce milieu, tu y restes quand même quelques années? J'y reste au total 6 ans. En fait, je fais 2 ans chez Avenir Finance. Ensuite, je monte ma propre boîte de levée de fonds avec un ancien collègue pendant 2 ans. Puis je rejoins Pascal Mercier, qui était à l'époque le loup blanc sur la levée de fonds.
et qui m'embauche pour 2 années de suite. Donc au total 6 ans. Et en fait, moi qui suis un grand introverti de nature, très timide, l'idée de préparer un pitch, de le présenter à un client, d'appeler des investisseurs, etc., c'était une montagne. Mais à chaque fois que je le faisais, je me rendais compte que j'étais assez bon là-dedans, en fait. Et donc, c'est drôle parce que de temps en temps, tu as des résistances, tu vois, qui t'empêchent de faire des choses. Mais une fois que tu les exécutes, tu te rends compte que tu peux être excellent. Et ça a été une révélation pour moi. Et là, j'ai pris mon pied parce que j'ai levé de l'argent pour des startups. Du coup, j'ai adoré ces entrepreneurs. Et j'ai vu tous ces investisseurs que je contactais tout le temps qui faisaient ce métier-là. Pour être tout à fait honnête, je ne trouvais pas qu'ils le faisaient avec toute l'intentionnalité que tu vois que ça requiert quand tu as un métier aussi beau. Et je me disais, mais moi, un jour, en fait, je ferai le même métier qu'eux et je leur montrerai de quoi je suis capable, quoi. Pourquoi la levée de fonds? Tu dis, j'ai monté ma boîte de levée de fonds. Comment était l'environnement C'était début 2008, crise des subprimes. Donc, j'arrive à choper ce stage en corporate finance, j'ai du bol. Et à l'époque, dans le département dans lequel je suis, on est 15. Entre ceux qui font les opérations de levée de fonds, M&A, introduction en bourse, et ceux qui font le suivi des participations en faisant des petites notes d'analyse et tout. Et puis Lehman Brothers tombe, et là, c'est le coup près, ils virent 11 personnes sur les 15 dans ce département-là. Et moi, je reste tout seul avec les 3 managing directors. Je reste tout seul parce que je suis pas cher et que je cravache, quoi. Tu vois, j'étais à 35 000 € brut. Pour eux, c'est une aubaine. Et donc, je fais ça jusqu'à mi-2009. Et mi-2009, un ancien collègue qui était parti avec la vague de l'été 2008 me dit pourquoi est-ce qu'on ne s'associe pas pour faire le même métier que tu fais là, mais tu vois, à notre compte. Ouais, quoi. pour nous. Lui était plus âgé que moi, avait plus de réseau. Moi, j'avais eu la compétence pour closer les deals, pour exécuter les deals. Lui était un très bon closer aussi, Guillaume Ancelin. C'est marrant parce que j'ai rêvé de lui il y a quelques jours. Probable. Alors ça fait plus longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et on a fait ça pendant 2 ans ensemble. On a closé quasiment une dizaine de deals tous les deux en 2 ans. Et un jour, j'ai fait la connaissance de Pascal Mercier au détour d'un tweet, un peu par hasard. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais que le numéro 1 m'embauche. Il m'a dit je termine une opération et dès que j'ai terminé l'opération, je t'embauche. Il m'a embauché en juin 2011. Tu l'avais rencontré comment? Un jour, il tweet quelque chose. Et puis je le retweet. Et à l'époque, sur Twitter, il n'y avait pas de bouton retweet. Tu devais prendre le tweet de la personne, remettre RT pour retweet, mettre le nom de la personne et le tweet derrière. Et donc ça te bouffait des caractères. Et moi, malheureusement, je voulais mettre une petite blague derrière. Je n'avais pas la place avec les caractères. Du coup, j'ai shrinké, j'ai enlevé le nom de Pascal. Et je tweete mon truc. Et Pascal voit mon tweet. Il me dit, écoute, collègue, t'abuses un peu. Tu vois, genre, si tu me retweets, tu dois au moins laisser la paternité de celui qui a le tweet initial. Donc, hyper emmerdé. Il a raison. Je me dis, c'est con quand même. Je supprime mon tweet et je le refais. Et derrière, il me dit, passe me voir un de ces jours, me raconte tes levées de fonds. Est-ce que tu peux nous dire exactement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que tu fais et en quoi, voilà, pourquoi tu as vraiment voulu faire ça? Pour mon cas spécifique, moi, je m'occupe des investissements de Xavier Niel, le fondateur de Free. On investit dans une centaine de startups par an, donc à peu près 2 à 3 deals par semaine, avec une petite équipe de 4 au total. Et on met 150 000 € dans chacune de ces entreprises. C'est fixe, ça. Ouais. C'est quasiment fixe, entre 100 et 150. Aujourd'hui, c'est plus de 1450 investissements et 1000 participations actives. Donc c'est très... Voilà. Un fonds d'investissement classique va plutôt investir, faire entre 2 et 4 deals par partenaire par an, sur des tickets plus importants, sur lesquels ils ont plus de pourcentage de la boîte, sur lesquels ils passent plus de temps avec les entrepreneurs, etc. Moi, je suis tombé dedans parce que... Enfin, j'ai voulu faire ce métier parce qu'en 2011, j'ai accompagné une boîte qui s'appelait Capitaine Train, qui faisait de la vente de billets de train en ligne. J'adorais les fondateurs, j'adorais ce qu'ils faisaient et je trouvais que leur exécution était incroyable. Et j'ai galéré pour lever de l'argent, mais comme jamais, à la fois sur leur premier tour de financement où je les ai aidés à lever 1,4 million, sur leur deuxième où je les ai aidés à lever un peu moins de 4 millions, et sur leur dernier, grâce auquel j'ai fait la connaissance de Xavier, et on va y revenir, là, j'ai galéré aussi. Et en fait, à chaque fois que je galérais sur ce deal alors qu'il me paraissait évident, je me disais, putain, mais soit je suis con, soit je vois un truc que les autres ne le voient pas. Et si les autres ne le voient pas, bah, peut-être que du coup, ça veut dire que je suis meilleur qu'eux pour faire le job. Et en vérité, Capitaine Train, on l'a vendu quelques années plus tard pour 300 millions € à Trendline. Et tous les investisseurs que j'avais fait rentrer ont gagné beaucoup d'argent. Et 300 millions € dans l'écosystème français, en fait, c'était une belle sortie, quoi. Et donc, je m'étais dit qu'un jour, je ferais ce métier-là. Et du coup, j'ai appelé tous les investisseurs de la place pour leur dire que je voulais les rejoindre. Enfin, tous, une grande partie. Ils m'ont tous fermé la porte au nez gentiment en me disant que j'étais leveur de fonds, pas investisseur.
Et puis, en rencontrant les fondateurs de The Family, qui était un accélérateur de start-up, on accompagnait des boîtes avec des volumes plus importants que moi, ce que je gérais en levée de fonds. Tu es resté 2 ans. 2 ans, ouais. En fait, j'ai fait des cycles de 2 ans jusqu'à ce que je rencontre Xavier. Là, ça fait 10 ans. Et à l'époque, ils me disent viens nous rejoindre, enfin rejoins-nous, aide-nous, et puis à un moment donné, on créera un fonds ensemble. Et en fait, 1 an après avoir rejoint The Family, le fondateur de Capitaine Train faisait une dernière levée de fonds. Il avait du mal à lever de l'argent, encore une fois. Je lui file un coup de main. On close avec Alven, que je lui présente. Et dans la foulée, je fais un mail, un call d'email à Xavier pour lui présenter Capitaine Train en me disant personne ne comprend. Mais bon, toi, je suis sûr que tu vas comprendre, quoi. Et Xavier me répond j'adore Capitaine Train, est-ce que je peux rencontrer le dirigeant ? Et du coup, il a investi dans ce tour-là. Au même moment, Jérémy, qui s'occupait des investissements de Xavier, était en train de partir. Moi, j'étais au courant de ça. Et donc, on a gardé le lien avec Xavier pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'on se rencontre et qu'il me propose le job. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a lié particulièrement pour monter entre guillemets, cette approche et ce concept qui est quand même assez différent de ce qu'on voit dans le reste de l'industrie ? Je pense qu'il y a 2-3 choses qui sont clés pour comprendre la relation qu'on a avec Xavier. La première, c'est que j'ai échangé par email avec lui en juillet 2014. Je l'ai rencontré pour la première fois en mars 2015. J'ai commencé à bosser pour lui en septembre 2015 et je l'ai vu pour la 2e fois en mars 2016. Entre-temps, on n'a échangé que des textos, des emails et c'est tout. Alors qu'il était au 5e étage de l'immeuble et que j'étais au 2e, tu vois. Donc, on n'a jamais vraiment eu besoin de se voir pour se comprendre ou moi pour faire le job et essayer de lui rapporter plus ou moins des bonnes nouvelles, tu vois. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on est né le même jour. Alors, ça va pas avoir des impacts colossaux, mais forcément, ça doit... Ça crée un petit... T'as forcément de l'overlap, tu vois, de personnalité. Et la troisième chose, c'est qu'à chaque fois qu'un entrepreneur va voir Xavier et qu'il vient me voir après, ou inversement, on dit exactement la même chose à l'entrepreneur à chaque fois. Donc, on est très alignés. Donc, en fait, j'ai une autonomie incroyable, avec un alignement d'avis qui est... Enfin, tu vois, qui, moi, me semble très organique, très fructueux, très naturel. Et donc, j'ai jamais eu l'impression avec Xavier qu'il y avait de la friction, tu vois. Et puis souvent, les gens, ils se disent, tiens, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Et en fait, moi, l'herbe dans mon champ, elle fait 2,50 m, quoi, tu vois, j'en vois pas le bout. Hein. Elle est immense. Et Xavier, c'est un garçon, tant que tu es honnête, sympathique et efficace, et que derrière, tu fais quand même un peu de performance, il te fait confiance. Et c'est assez déroutant parfois. Parce que de temps en temps, je vais aller le voir avec... tu m'en parlais tout à l'heure, tu vois, les paumes. La première fois que j'ai perdu 3,5 millions pour lui, sur un deal, j'étais mal, tu vois. Et je me rappelle, on était dans le hall de l'immeuble d'Iliade, et je dis, putain, Xavier, c'est chaud quand même. Là, on a cette boîte, Sourced, elle va au tapis, on a mis 3,5. Et il me dit... et je sais plus quelle était la phrase exacte, mais en gros, c'était, écoute, c'est le jeu. Et puis, si t'as pas perdu d'argent, c'est que t'as pas pris assez de risques. Et il me l'a dit voilà, très naturellement. Ça m'a fait du bien parce que pour moi, c'était ma première grosse perte et ça m'a fait mal. J'en ai eu d'autres depuis qui m'ont vraiment embêté, mais qui me permettent d'apprendre aussi. Mais il y a ce goût de risque, cette confiance et aussi ce que j'aime bien avec Xavier, c'est sa balance des paradoxes. C'est quelqu'un qui, en fait, est impatient dans l'action, mais patient dans les résultats. C'est quelqu'un qui est très exigeant et qui est très tolérant. Tu vois, il y a vraiment ces extrêmes qui créent une balance que moi j'adore, hein, tu vois, qui me parle beaucoup. Selon toi, quelle est la clé, enfin, la clé de l'investissement? Je sais pas si tu as une secret sauce ou la manière dont toi tu analyses, surtout quand tu fais autant d'investissements. Enfin, tu vois, Pour moi, c'est vraiment le lien entre ce qui est irrésistible et ce qui devient inévitable. Donc en fait, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu peux avoir un coup de cœur, tu vois. Et ce coup de cœur, il peut avoir une forme d'irrésistibilité. C'est vrai dans la vie perso, c'est vrai dans la vie pro. Et après, tu essayes de comprendre pourquoi tu as ce ressenti. Tu vois. Ce ressenti, déjà, l'avoir, c'est une première secret de sauce. C'est un premier truc que tout le monde n'a pas forcément. Tu vois, comme toi, j'étais, moi, dernier rang à l'école. Je faisais pas trop de bruit parce que je voulais pas trop qu'on me voie. Je voulais pas trop qu'on me demande d'aller au tableau. Et du coup, quand tu passes des années à être derrière le rideau, en fait, tu écoutes ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Tu observes. Et cette capacité d'observation, elle te permet d'être probablement plus à l'écoute de certains signaux faibles. Donc là, tu as ce côté irrésistible. Donc et puis là, après, c'est la personnalité de l'entrepreneur, tu vas dire, un peu ton feeling. Ouais. Et la manière dont il te raconte les choses et tout. Et donc là, tu as donc cette
premier aspect un peu viscéral d'irrésistibilité. Et puis, une fois que tu commences à regarder que tu analyses les signaux faibles, que tu regardes quelques sujets un peu plus en détail, tu te rends compte, ou pas, mais souvent, quand c'est vraiment très fort, tu le sais, que tu te rends compte que tu avais raison, quoi. Et donc là, tout d'un coup, ce que ton instinct te disait, ce côté viscéral irrésistible devient genre, tu dis, en fait, c'est inévitable. C'est-à-dire que s'ils continuent comme ça et si les quelques étoiles s'alignent, c'est sûr, ils vont réussir. Et je vois ça dans quelques entrepreneurs. Alors, c'est pas toujours le cas. De temps en temps, même si c'est inévitable, on dit souvent, il y a un adage qui dit que le marché battra toujours l'équipe. Donc, c'est-à-dire que si le marché veut pas de toi, tu n'y arriveras pas. Et puis, il y a des éléments exogènes, il arrive toujours des problèmes. Mais ouais, donc vraiment, c'est la transformation de l'irrésistibilité en inévitabilité. Et ça, c'est gut feeling viscéral. Et tu as ensuite quelques data points qui disent putain, en fait, j'ai raison là. Ça sent bon. Donc le deck, finalement, en tant que tel, le deck, c'est un exercice de présentation. L'exercice de présentation, c'est quelque chose de très risqué parce que ça veut dire que tu demandes à un entrepreneur de faire quelque chose qui n'est pas son travail. Tu vois. Donc moi, quand les entrepreneurs, je les rencontre, je veux surtout pas qu'ils me montrent leur deck. D'abord parce que souvent, ça va pas être très joli, pas être très bien fait. Et en fait, comme j'en vois tellement, en fait, je vais être beaucoup trop critique. Donc je préfère poser les questions. Moi, c'est mon job de rencontrer les entrepreneurs. Donc je vais pas dire à un entrepreneur, mets-toi sur stage et pitch-moi pendant une demi-heure. Tu vois. En fait, je le mets dans une position hyper inconfortable. Alors que si je lui dis, assis-toi sur le canapé, on va discuter, et que je lui pose pendant la première moitié des questions dont je sais qu'il a les réponses, tu le mets en confiance. Après, tu peux monter en niveau de complexité, d'incertitude, d'hypothèse, poser là pour voir comment les gens réagissent. Et donc, tu mets l'entrepreneur en pleine possession de ses moyens. Tu veux pas piéger un entrepreneur, c'est trop con, tu vois. Du coup, la question qui me vient, c'est par rapport à cela, quand tu as effectivement une paume dans ton portefeuille, comment est-ce que... tu vois, est-ce que tu te dis, ok, that's life, je passe à autre chose? En fait, donc il y a deux types de deals. Il y a les deals dans lesquels on met 150 000 euros. Et puis après, nous, on a 4-5 deals qu'on fait avec Xavier depuis toujours, dans lesquels on met entre 1 et 3-4 millions d'euros. Et on en fait 3-4 par an comme ça. Ceux sur lesquels on met 150 000 euros, les premières paumes, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, merde, tu vois, ça t'embête, quoi. Après, tu te rends compte que les maths sont assez simples dans mon métier, c'est que tu ne perds l'argent qu'une fois. Mais tu peux le gagner 100 fois. Et donc, en fait, paumer 100 000 euros, c'est chiant. Et en même temps, à l'échelle de la performance du fonds et de sa taille, c'est même pas l'épaisseur du trait, tu vois. En fait, c'est peanuts. Surtout quand tu as du volume. Donc, il faut beaucoup dédramatiser ça. Et après, systématiquement, quand on a une paume, on regarde ce qu'on n'avait pas vu, quoi. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que si on essaie de faire un exercice parfait de sélection, on va rater aussi une partie des outliers. Ces gens-là qui, en fait, sont probablement un peu contre-intuitifs au démarrage, qui ont une forme de... quelque chose que tu sens mais que tu n'arrives pas trop à expliquer et tu as envie de la tenter, quoi. Tu sais pas ce que c'est. Et puis en plus, avec Kima, tu mets 150 000 euros. Moi, j'ai pas le temps de faire le chemin de l'irrésistible à l'inévitable. En fait, je suis obligé de me décider avant d'avoir les data points. Il faut que j'y aille maintenant. Donc, tout se fait à la conviction, à l'instant T, sur l'entrepreneur, son marché, et ce que tu penses qu'il va réussir à faire. Et il y a des boîtes comme ça. Je te prends l'exemple de Deal, D-E-E-L. Alex Boisis, le CEO. J'ai fait sa connaissance pour la première fois pendant le confinement. Et son premier appel, je l'ai trouvé très volubile, à faire probablement beaucoup de promesses par rapport aux réalisations qu'il avait fait jusqu'à présent. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop, ce garçon, tu vois? Et en même temps, ce garçon qui en faisait un peu trop était en train de closer un tour de financement de 15 millions de dollars avec un des investisseurs les plus prestigieux de la Silicon Valley. Et je me dis, attends, d'abord, s'il est close, c'est qu'il est vraiment bon à cet exercice. Et s'il arrive à convaincre les gens autour de lui comme il arrive à convaincre les investisseurs, s'il sait bien s'entourer, il aura gagné, quoi. Et on a mis 50 000 euros et aujourd'hui, cette ligne vaut 7 ou 8 millions d'euros dans nos books. Et si j'avais essayé d'écouter un petit peu ma raison, j'aurais pas fait ce deal. Donc, sur Kima, c'est vraiment particulier. C'est un jeu d'optionnalité sur lequel tu veux toucher la ligne de la folie, mais sans la dépasser, quoi. Et ensuite, sur les plus gros deals, là, on essaye de faire ce travail. Et les paumes, en fait, elles sont de deux ordres. Enfin, de trois ordres. Le premier, c'est les entrepreneurs qui ne trouvent pas le product market fit. Tu les as backés,
tu as confiance. Mais la première mission d'entrepreneur, c'est le plus dur, c'est de trouver le product market fit. Et en fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Ça, c'est la première paume, quoi. La deuxième, c'est les entrepreneurs qui sont éclatés par leur marché. En fait, tu es dans une course, tu es dans une compète, et en fait, tu es le 10e sur la ligne d'arrivée, quoi. Et le 10e de la ligne d'arrivée, tu ne gagnes rien, quoi. Donc, c'est pas mal ce que tu fais, mais c'est petit. Et après, je trouve le plus dur à encaisser, c'est les entrepreneurs qui échouent parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Et là, tu vois, je suis en train de consommer une grosse paume que je sais va peut-être arriver depuis 6-9 mois. Et donc, je me prépare mentalement, tu vois, à l'encaisser. On va récupérer un peu d'argent et tout, mais ça me fait mal parce que là, dans le premier cas où il ne trouve pas le product market fit, je me dis, est-ce que j'ai eu raison de backer l'entrepreneur? Dans 80% des cas, oui. Deuxième cas où le marché bat l'équipe, est-ce que j'ai eu raison de backer l'entrepreneur? Peut-être que en fait, il était juste OK et que j'ai pas été assez exigeant sur la sélection. Je m'en veux un peu, mais bon. En fait, mon métier, c'est quand même d'y croire, quoi, tu vois. Mais le troisième, il me fait mal parce que c'est vraiment pour moi un échec de coaching, d'accompagnement de l'entrepreneur et d'avoir fait ce qu'il faut pour qu'il réussisse, quoi. Ça, je m'en veux un peu parce que même s'ils sont responsables à la fin, je sais que j'aurais pu faire plus, mais je sais aussi que c'est pas là où je suis bon. Moi, je suis bon de manière chirurgicale sur des interventions qui vont durer 20 minutes, 1 heure, avec un entrepreneur sur un sujet hyper précis, où mon but, c'est de striker là où ça fait mal, ou là, au contraire, tu vois, ça va débloquer quelque chose. Mais s'il faut accompagner un entrepreneur sur la durée, avec des board meetings, des projets au temps long, etc., moi, c'est pas ma cam. J'allais dire, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que du fait de la notoriété, vous récupérez dans tous les cas tous les dossiers du marché, les bons, les mauvais, et donc du coup ça rend la sélection plus difficile, ou est-ce qu'au contraire ça permet d'accéder aux meilleurs dossiers? En fait, on n'a pas trop de problèmes là-dessus, on n'a pas la notoriété de ceux qui veulent être mon associé, tu vois. On va pas jusque là, tu vois, on n'est pas dans cette longue taille là, les gens qui nous contactent sont quand même des initiés. Donc en fait ça va, on n'est pas trop dérangé par ça. La difficulté, c'est que comme on fait beaucoup de deals, à la fois on voit tout et à la fois quelques entrepreneurs d'exception se diront est-ce que je vais réembosser avec Kima parce que je ne sais pas s'ils vont avoir le temps pour moi. Ou est-ce qu'ils méritent que je leur donne une place dans mon tour de financement parce que je vaux mieux que ça, tu vois. Parce que certains, moi j'aime bien, les gens me disent un peu de temps en temps tu ne serais pas le McDo de l'investissement, toi? D'abord, je préfère In and Out, si on peut prendre une comparaison. Et ensuite, comme je dis souvent, moi, c'est comme chez Starbucks, que c'est comme chez In and Out. Mon café est toujours chaud et mon burger aussi, tu vois. Et en fait, mon métier, c'est un métier de consistance. Hein. C'est pas un métier de fausses promesses. C'est pas un métier... on essaye d'être percutant quand on le peut. Et surtout de ne pas ouvrir notre gueule ou de ne pas être là si on ne sert à rien, tu vois. On ne s'invente pas un monde. Donc ça, c'est la difficulté du fait d'avoir autant de deals et de cette notoriété. C'est parfois de traiter en fait un entrepreneur d'exception dont on ne sait pas encore que c'est un entrepreneur d'exception, hein, comme tous les entrepreneurs qu'on croise. Mais en fait, on traite tout le monde pareil. Et certains de ces entrepreneurs d'exception qui ont un peu d'orgueil, en fait, n'apprécient pas le fait que... soit traité comme tous les autres. Que je ne me mette pas à genoux à leur porte, à leur demander, les bras croisés, s'ils peuvent me donner un chèque, me laisser une place dans leur tour, tu vois. Pourquoi est-ce que tu continues de le faire? Pourquoi est-ce que tu y mets autant d'énergie? Déjà, quel est le but quelle est l'ambition? Est-ce que tu as... Si tu ramènes les choses à leur plus simple expression, moi, il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Man's Search for Meaning. Qui est l'histoire de ce survivant d'Auschwitz qui est devenu psychologue, psychiatre derrière, qui est très poignant comme livre. Tu vois, chacun a ses peurs. Moi, ma peur, c'est que tout s'arrête demain. Les gens ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, tout est dit là. Donc, il y a cette peur que les choses s'arrêtent et même de perdre des proches, quoi. Et donc, moi, j'ai vu les choses avec beaucoup d'intentionnalité, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Et mon moteur au quotidien, c'est une compétition contre moi-même. En fait, j'aime me dire chaque jour que je progresse un peu plus que la veille. Alors, plus tu avances dans l'âge, plus tu es con quand même. Et plus c'est difficile de progresser parce que tes résistances sont extrêmement ancrées.
tu te fais, t'as beau essayer d'être ouvert d'esprit, tu te fais quand même des films, tu vois, et tu t'inventes un monde. Mais donc c'est ça. Et après, mon fuel du quotidien, c'est la reconnaissance. Moi, j'ai besoin d'être utile, quoi. Et je me demande si on n'a pas tous besoin d'être utile. Et dans le métier que je fais, putain, mais tous les jours, toutes les semaines, je reçois des messages de remerciements d'entrepreneurs, que ce soit pour mon bouquin, ou parce qu'on s'est fait un call la semaine dernière qui les a débloqués sur un truc, ou parce que je les ai aidés sur autre chose. Et en fait, ce sentiment d'utilité que j'essaie d'avoir dans ma vie pro comme dans ma vie perso, il me remplit de joie, quoi. Et quand tu as ce sentiment d'utilité, avec en plus la beauté de bosser pour... aujourd'hui, je dis pour Xavier, mais en fait, pour une famille, parce que c'est pas que Xavier aussi, tu vois, c'est ses enfants maintenant, qui... tu vois, ils ont un grand cœur, tu vois. Et en fait, tout d'un coup, tout s'aligne, tu vois. T'alignes le cœur, l'envie du risque, les moyens, la confiance, l'honnêteté, tu vois. Et t'as ce truc que tu dis, mais en fait, je veux pas que ça s'arrête. Et le seul moyen que ça s'arrête pas, c'est de continuer d'y mettre autant d'envie, quoi, tous les jours. Pour pas regretter, tu vois, si demain on te dit, bah, en fait, va voir ailleurs, que tu regrettes pas tout ce que tu as fait, quoi. Bon, j'espère que ça m'arrivera jamais, mais j'ai toujours cette angoisse, moi, toute une fois, 10 fois par an, je me demande, tu vois, est-ce que j'en fais vraiment assez? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faudrait que je fasse autrement? Donc tu es en perpétuelle recherche de est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça, comment je peux améliorer là-dessus, comment est-ce que je peux être plus utile, comment est-ce que je peux mieux performer, enfin, tout en connaissant mes résistances. Et je pense que c'est ça qui me stresse aussi, c'est que je connais mes résistances et je sais qu'elles sont indélébiles. Et donc, il faut que les autres composent avec aussi, tu vois. Ça t'expose pas un peu au risque d'insatisfaction permanente, en fait? Ah, moi, je suis extrêmement satisfait en permanence. Ouais. Moi, je kiffe la vie, je suis un grand contemplateur. Pour moi, le verre est toujours à moitié plein. Et même quand il est vide, je regarde la goutte d'eau au fond et la goutte d'eau me suffit. En fait, ça me va. Ouais. Il faut pas... L'insatisfaction... En fait, il y a un truc, c'est... Ou plutôt, tu vois, de pas arriver à apprécier le succès à sa juste valeur parce que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu... Non, ça... Ah non, moi, je suis extrêmement reconnaissant de tout. Tout le temps. Et le moindre truc, tu vois, que ce soit le mec que j'ai financé il y a 6 ans et qui m'appelle un jour parce qu'il fait de la bouffe pour chiens fraîche aux États-Unis et qui vend à un grand acteur de la distrib du secteur, comme notre petit entrepreneur qui m'appelle, qui nous rend à peine la mise, mais qui a réussi à bien gagner sa vie, lui, dans le deal, et qui est reconnaissant de tout ce qu'on a fait ensemble. Enfin, en fait, moi, tout m'émerveille. Hein. Je m'émerveille pour rien, en fait. Comment tu gères? C'est quoi la journée La journée type, en fait, elle est divisée en 3 toujours. Une phase productive, où tu fais beaucoup d'emails, beaucoup de to-do, beaucoup de tâches, où là, tu fais aucun meeting, et tu réponds pas au téléphone. Il faut surtout pas que ce soit entrecoupé de meetings, parce que c'est horrible, sinon ça te coupe dans le flow. Et une deuxième phase interactive, qui est une phase où là, tu rencontres des gens. Et là, pareil, je ne fais que ça. Je peux les enchaîner les uns après les autres. Et tu réfléchis pas. Alors oui, à la fin de journée, tu t'écroules, c'est sûr, mais c'est ces 2 phases. Et après, il y a une dernière phase que j'appelle inductive, qui, comme les plaques à induction, tu vois, qui chauffent doucement. Et ça, c'est des phases où tu absorbes, tu traites l'information, tu laisses ton corps et ton cerveau un peu se reposer en faisant des tâches en toile de fond qui sont beaucoup plus légères, quoi. Et moi, ma clé vraiment d'organisation, et ce que je conseille à tous les entrepreneurs et à tous les gens qui travaillent en général, c'est toujours travailler dans le flow. Le flow, c'est quand tu te lances dans une tâche, tu vois, tu as le démarrage, tu vas t'accélérer un petit peu, et puis après, ça tourne, quoi. Et tu peux pas entrecouper tes tâches de trucs à droite à gauche, un WhatsApp, un coup de fil, un machin. Ça marche pas, quoi. Il faut se mettre dedans et il faut enchaîner. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, il faut remettre en question les statu quo. Tu vois, en France, les gens te fixent des meetings par défaut d'1 heure. C'est une aberration. Aux US, le défaut, c'est une demi-heure. Moi, les 3/4 de mes calls se terminent avant la demi-heure. Se terminent en 20 minutes. J'ai pas besoin de plus de 20 minutes. Et donc, ça veut dire que quand je fais un call de 20 minutes avec un entrepreneur et qu'un autre investisseur qui fait le même métier que moi fait le même call en 1 heure, en fait, moi, j'ai fait 3 fois plus que cette personne-là. Et si tu arrives à ce que ta journée soit 2 à 3 fois plus productive que n'importe quelle autre personne dans ton champ d'action, ça veut dire que sur une semaine donnée de uniquement 40 heures, toi, tu as fait l'équivalent de 120, quoi. C'est énormissime. Et en plus, tous les efforts que tu fais à un instant T,
compendre sur l'instant T+1, T+2, etc. Donc, sur les 10-15 premières années de vie professionnelle, si tu arrives à faire 3 fois plus que les gens, en fait, les impacts à la fin, c'est 10x, quoi. C'est énormissime. Et les gens ne le voient pas, ne le comprennent pas. Ils sont dans un conformisme où ils ne remettent pas en question leur manière de travailler et ce qu'ils cherchent à accomplir fondamentalement dans leur tâche, quoi. T'as toujours été comme ça, ou tu t'es dit je vais chercher à optimiser, et puis dans l'agenda tu t'es dit allez je vais gagner là-dessus. Ça a commencé en 2015 quand j'ai rejoint Xavier, en fait. Parce que quand j'ai rejoint Xavier, tout d'un coup, mon agenda avait l'autorité sur moi. Parce que tu sais, tout le monde veut devenir ton meilleur copain, tout le monde veut un chèque de Xavier Niel. Tout d'un coup, toi, tu étais personne et tu es là, tu prends la tête de Kima Venture et tu es le roi du monde, quoi, tu vois. C'est un truc de malade. Et en fait, moi, c'était le job de mes rêves. C'est-à-dire que 2 ans avant, je m'étais dit, putain, le mec qui s'occupe d'investissement de Xavier Niel, lui, il est sacrément verni, quoi. En me disant que jamais ce serait mon job. Le fait de l'avoir eu 2 ans après, je me suis dit, putain, je peux pas le foirer, quoi. Et donc, en fait, et moi, j'ai une défiance à l'autorité, mais énormissime. Et donc là, tout d'un coup, l'agenda a eu l'autorité sur moi, et moi, je pouvais pas laisser passer ça. Donc, il a fallu que je reprenne le contrôle dessus. Et au fur et à mesure, j'ai mis en place des itérations qui m'ont permis d'être mieux organisé. Donc le matin, t'as pas de rendez-vous, tu bosses? Jamais, ouais, je bosse. Ouais. L'après-midi, les Après-midi, rendez-vous. Et c'est systématique, c'est comme ça? Bah non, parce que quand je suis aux États-Unis, par exemple, et j'y suis de plus en plus, parce qu'on se développe quand même beaucoup là-bas, du coup, les calls sont plutôt le matin pour moi. Et les emails l'après-midi. Mais l'avantage quand je fais des emails l'après-midi, c'est que personne ne m'appelle, puisque tout le monde dort. Et t'as pas ton téléphone, Non, j'essaie de maintenir. De temps en temps, évidemment, ça marche pas exactement comme je veux. Mais tu vois, par exemple, là, tu vois, c'est un peu... Ça va être une grosse fin de semaine parce que j'ai 257 emails en attente. Tu vois, ça fait 15 semaines de suite que je suis en inbox 0. Ça fait 4 mois, toutes les semaines. C'est-à-dire qu'à la fin de semaine, j'ai 0 email dans mon inbox. Et le plus long que j'ai fait, c'était 34 semaines. J'ai un copain, il est à 110 semaines d'affilée. Pourquoi tu as voulu écrire un bouquin là-dessus? Enfin, tu vois, À l'époque, c'est parce que je faisais un workshop chez The Family qui s'appelait Human Machine, qui était sur le sujet et que j'improvisais devant des entrepreneurs. Et en fait, ce truc m'a beaucoup gratté en me disant il faut que je structure un peu cette présentation. Et puis, un automne, je me suis cassé le pied. Je me suis fracturé l'astragale en 2 en jouant au squash. Un truc vraiment con. Et j'étais quasiment arrêté pendant 3 mois. Et donc, tous les matins, pendant 3 mois, j'ai commencé à écrire 2 heures par jour. Le bouquin. Puis finalement, ça ne fonctionnait pas très bien. Et un jour, je suis allé m'enfermer à Los Angeles pendant 5 semaines. Où le matin, tôt, je faisais tous mes calls et tout avec la France, etc. à partir de 5h du mat. Et l'après-midi, j'ai écrit mon bouquin. J'ai fait ça non-stop, 7 jours sur 7 pendant 5 semaines. Et c'était génial parce que c'est un truc qui me trottait dans la tête, que je voulais, tu vois, genre, faire sortir. Et même si c'était très pénible à finaliser comme bouquin, ça m'a fait beaucoup de bien de le faire. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'est-ce qu'on doit retenir, tu vois, les messages clés? Il faut en retenir que dans ton quotidien, tu as un périmètre de temps, d'action qui t'est donné. On ne peut rien faire sans être en pleine conscience. Et les gens, ils font plein de choses sans être en pleine conscience. Ils ne sont pas conscients du temps, ils ne sont pas conscients de l'agenda politique du genre, ils ne sont pas conscients du fait que si tu laisses la susceptibilité de certains s'exprimer sans la dénoncer, elle va te bouffer de l'intérieur, alors qu'en fait, il faut que tu la traites. Ils n'ont pas conscience de plein de choses. Donc moi, mon conseil de Human Machine, c'est tout le monde s'organise de manière très individuelle. Ce n'est pas une recette magique où tu appliques le framework et c'est gagné. Tout le monde ne s'organise pas pour être en pixel perfect, tu vois, jour après jour, parce que en fait, la vie, c'est pas une machine, tu vois. En fait, c'est fait d'aspérité tout le temps et de relief. Mais en revanche, si tu veux être en pleine maîtrise, il faut que tu aies conscience de ton périmètre. Donc, une fois que tu as pris conscience du temps, conscience des actions, conscience des autres, conscience de plein de choses, en fait, tu sais quand tu es dedans, tu sais quand tu es dehors, tu peux ajuster. En fait, tu es en maîtrise, quoi. Mais les gens, ils avancent de manière automatique, conformiste, sans réfléchir à pourquoi ils font les choses. Et moi, je te jure, ça me bute, quoi. Je comprends pas. J'ai le nombre d'entrepreneurs que j'ai qui me racontent des histoires d'horreur avec leurs associés ou leurs employés, où en fait, les gens n'ont pas conscience de là où ils sont bons, là où ils sont pas bons, quel est leur scope, là où est-ce qu'il ne faut pas qu'ils step in, où est-ce qu'il faut qu'ils progressent. Moi, je suis estomaqué, quoi. Comme ça, je me dis, il doit pas dormir beaucoup, il doit quand même se lever tôt. Tu fais, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Jean s'est qualifié pour le championnat du monde d'Ironman, donc la plus longue distance, donc il y a quand même un peu de volume, j'imagine, derrière pour en arriver là. Comment tu mixes ça?
Bon, d'abord, il me faut, moi, mes 6 heures minimum et idéalement 7 heures de sommeil par nuit. 7 heures, c'est bien, tu vois. Donc, ça fait du minuit 7 heures ou du 23 heures 6 heures. Ça tient. Après, donc là, c'est mon côté un peu machinal quand même, où je suis un peu timbré. C'est-à-dire que oui, je fais pas beaucoup de volume, je fais 10 heures par semaine. Là où, en fait, si je voulais être beaucoup plus assidu, il faudrait plutôt que je fasse 15, quoi. Mais 10, ça suffit. En fait, j'ai fait beaucoup de volume la première année d'Ironman parce que en fait, j'avais jamais fait de sport, donc fallait que je rattrape. T'avais jamais fait de sport et tu prépares un Ironman? Ouais, en fait, l'histoire, pour pas la faire trop longue, c'est quand on avait déménagé à Aix avec ma femme en 2020. Et en 2022, j'ai un copain qui vient de San Francisco et qui me dit, moi je fais du vélo. Moi je trouvais ça génial de regarder le Tour de France en me disant qu'un jour il faudrait que je me mette sur un vélo. Donc je me mets sur un vélo, on est en janvier 2022. Et puis je roule un peu avec lui et ses copains, cette petite bande d'Aixois pendant un an. Et début 2023, j'ai un copain qui me dit, je fais le demi-Ironman de Aix-en-Provence. Est-ce que tu peux m'héberger? Je dis, bah ok Hugo, pas de problème. Il me dit, mais vu que tu fais déjà du vélo, t'as qu'à t'inscrire, tu vois. Tu peux bien faire 2 km de nage et 20 km de course à pied. Hein, ça va pas te... Donc je m'inscris, je fais 3 courses à pied avant. Je vais faire 2 tours à la piscine rapidos. Et puis j'attaque le demi d'Aix comme un touriste. En quelle année ça, tu disais? 2023. 2023, ouais. Je fais la natation en brasse. J'étais dessus. Ouais, moi j'étais en brasse, donc je te remercie de m'avoir doublé. Donc je fais brasse, je fais ça en 42 minutes, je crois. En brasse quand même, donc j'ai brassé vite. Oui, donc t'as brassé vite. Ouais. Derrière, je fais le vélo honorable et je fais la course à pied. C'était une longue descente aux enfers et je termine en 5h36, je crois, un truc comme ça. Et en sortant de là, je me dis, en fait, j'étais hyper frustré et je me dis, je prends un coach. Le lendemain, je prends un coach et je dis, l'année prochaine, je veux faire un Ironman, tu vois. Il me dit, ok, super, tu vas faire un Ironman d'ici septembre prochain. Donc, on était 1er juin. Il me dit, juin, juillet, août, je t'entraîne. 15 septembre, tu vas faire un demi-Ironman ailleurs pour qu'on voit ta progression sur les 3 derniers mois. Et je m'inscris au demi-Ironman de Cervia en Italie. Et je me rends compte quelques semaines avant que cet Ironman a lieu un dimanche, qui part en milieu de matinée, qu'il va terminer plus tard, que je vais avoir du mal à rentrer chez moi à l'heure. Le lundi, j'ai des rendez-vous, tu vois, faut que j'enchaîne ma semaine, ça va pas. Et donc, j'appelle mon coach, je lui dis, écoute, je suis désolé, mais le demi-Ironman à Cervia, en fait, ça va pas marcher. En revanche, il y a le full la veille. Ça peut marcher. Donc, je m'inscris, tu me donnes les guidelines, et puis on va y arriver, quoi. Et donc, on fait ça. Et donc, je fais le full Ironman en Italie le 15 septembre, et j'avais jamais couru de marathon de ma vie. Et je termine en 10h33. J'étais trop content. J'avais prévu. Voilà, pour ceux qui ne réalisent pas, c'est assez stratosphérique. J'avais prévu de terminer en 12 heures, tu vois. Moi, j'ai mis 12 heures, ouais. C'est normal de mettre 12 heures, en fait. Et voilà, et du coup, il m'avait vraiment, vraiment, vraiment bien coaché. Donc, un gros kudos à mon coach, Christophe Lamas, que j'adore. Et puis, dans la foulée, j'ai fait le demi de Aix l'année d'après. Et là, j'ai fait 4h44. Donc, j'ai vraiment explosé mon temps de l'année d'avant avec un gros semi-marathon. Et puis, j'ai fait Nice, où j'ai beaucoup souffert, où j'ai mis 10h23. Et ensuite, Barcelone en octobre, où j'ai fait 9h33 et je n'ai pu me qualifier pour le championnat du monde. Et en fait, j'adore. C'est devenu une drogue? C'est devenu quelque chose pour évacuer du stress? Au début, ouais. Au début, je pense que j'étais pas loin de la bigorexie, comme on appelle, tu sais. Mais plus maintenant. Maintenant, je le fais vraiment par plaisir. Je le fais plus avec aucune pression. Tu vois, Sabdelone, j'y vais, mais alors, honnêtement, chill, tu vois. Si je suis en forme, tant mieux. Et si je suis pas en forme, moi, ce que j'aime dans l'Ironman aujourd'hui, c'est plus la performance, c'est l'expérience. Je cherche plus la performance. En fait, c'est terrible, mais en fait, j'étais très heureux. Et si demain, je me qualifie pour Kona, un de ces 4, tant mieux et tout. Mais en fait, je suis plus à je recherche plus ça. Mais par contre, j'adore le mix des 3 disciplines. Et ça me fait un bien fou. Tu as quand même le stress de la perf. Je pense qu'il n'y a aucun investisseur qui n'a pas ce stress-là, à la fois pour son propre argent et pour l'argent de CLP. Comment tu le gères, ça? C'est quelque chose qui t'habite, enfin, plutôt comment tu t'en libères de cette c'est une question de conscience stress professionnelle. Est-ce que si c'était ton argent, tu penses que tu as bien fait le job?
En fait, vraiment, là, c'est une question de conscience professionnelle. Et les gens qui ont de la conscience professionnelle, il y en a qui n'en ont pas. Et sur la perf, c'est exactement la même chose. C'est tout. Hein. Il y a pas grand-chose. Donc, tu t'en libères pas. Tu t'en libères pas. La perf, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui prouve que tu es un bon investisseur ou pas. Donc, Mais par contre, il faut savoir être... Mais j'aime bien toujours, et je repense à Xavier, impatient dans l'action, patient dans les résultats. Tu vois. On a eu le sommet de l'IA à Paris il y a quelques semaines. Quel est, toi, un peu ton sentiment là-dessus, sur vraiment le contexte dans lequel on se parle, là, et un peu le moment qu'on est en train de vivre? Bon, d'abord, il y a plusieurs trucs. Le premier, c'était j'étais anniversaire de ma mère il y a 2 jours et elle me dit alors, qu'est-ce que tu penses des États-Unis, l'environnement, Trump, machin et tout. Moi, je regarde pas les informations en fait. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Moi, j'en ai marre d'ouvrir la télé pour entendre en fait les gens, tu vois, te dérouler la misère du monde et tout. En fait, t'avales la misère du monde et t'y fais rien. Enfin, tu vois, c'est les 3/4 des gens, tu vois. Ils allument BFM putain de TV et puis ils regardent ça, et après ils vont chialer dans leur chaumière. Et il n'y en a pas un qui ouvre son navigateur pour aller sur, je sais pas moi, sur mécénat chirurgie cardiaque ou médecin du monde pour faire un don. Donc je caricature en disant ça, mais en fait les gens adorent, tu vois, vivre dans le drame et s'angoisser parce que c'est une manière, je sais pas, genre ça doit je sais pas si ça les excite, ça les rassure ou ça leur permet de relativiser leurs propres conditions. Mais moi, typiquement, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis un optimiste invétéré. Et je pense que le monde tourne. Et en fait, à un moment donné, oui, il y a des crises, il y a des excès, il y a des choses graves. Mais en fait, le chaos est une forme d'ordre aussi, tu vois. Donc, il faut l'accepter comme ça. Premier truc. Deuxième truc, c'est que sur l'IA, en fait, l'IA est une vague de fonds énorme, au même titre que la blockchain l'est, que l'Internet l'a été, et les semi-conducteurs il y a longtemps. Tu vois. L'Internet, la difficulté de l'Internet, c'est qu'on a poussé des outils et des usages sur une base technique et une base d'utilisateurs qui était quasiment inexistante. En fait. C'est-à-dire, tu balançais un truc genre louer.com ou louer.fr en France alors que tu n'avais pas d'internaute. Ça peut pas marcher, tu vois. Et ceux qui ont fait du pognon dans ces années-là, c'est ceux qui ont fait du pognon sur le Minitel, c'est pas ceux qui étaient sur l'Internet. Donc, sur la blockchain, le sous-jacent, c'était la spéculation, tu vois. Tout le monde a spéculé. Et alors, à l'Internet, on disait non, mais vous inquiétez pas, ça va arriver vite, ça va arriver vite. Et oui, c'est arrivé plus ou moins vite, mais ça a quand même mis entre, tu vois, 97, 98 et 2004, 2005, il a fallu quand même presque, pas une décennie, mais pas loin, tu vois. Et blockchain, la spéculation, les impacts de la spéculation dans le blockchain en taille, c'est énormissime. Donc la lame de fond est réelle, mais avant que la blockchain, tu vois, se stabilise et soit quelque chose de très mature, bah, tu vois, ça existe depuis 15 ans. Et on en a encore pour 5, 10, 15 ans, je sais pas, tu vois. Sur l'IA, le stress de tout le monde, c'est le coût de compute, tu vois. En fait, on fait des choses aujourd'hui qui coûtent très cher, qui coûteront rien demain. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on a créé aujourd'hui comme valeur sur la base de ces infras, en fait, tend vers zéro. Mais en vérité, la valeur créée aujourd'hui par les business, par les boîtes, par les individus grâce à l'IA est énorme. Et donc moi, mon pari, et c'est aussi mon pari d'éternel optimiste, c'est que l'usage de l'IA rattrape beaucoup plus vite qu'on ne pouvait s'y attendre le coût exorbitant de l'infrastructure nécessaire pour l'opérer. Est-ce que ça veut dire que tu vois que toutes les boîtes d'IA sont bien valorisées? Non, elles sont probablement toutes un peu survalorisées, quoi. C'est certain. Mais est-ce que tu vois, l'IA est réelle et va impacter toutes nos vies, et probablement positivement? Moi, j'en ai aucun doute. Juste, ce qui m'inquiète, c'est c'est les gens que je vois, tu vois, se lever le matin, aller faire leur job et ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Moi, le nombre d'avocats que je connais qui n'ont pas de compte, tu vois, sur Mistral, ChatGPT ou je ne sais quoi, je suis interloqué. Je ne comprends pas. Genre, ton métier d'avocat, c'est d'être un conseil hors pair, et les mecs continuent à passer la moitié de leur journée à produire un truc, en fait, sur lequel ils ne devraient plus travailler, quoi. Donc, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le déni des gens face à ce progrès technologique. Et ensuite, il y a des trucs un peu délirants. Tu vois, hier, je regardais une story où on voyait des robots qui mettaient les cours dans le frigo.
Déjà, il met 2h30 à mettre les courses dans le frigo. Tu vois. Ensuite, ça prend une place folle. C'est très impersonnel. Et de la même manière que Tesla a mis 10 ans entre le premier Roadster et ton Model S pour que ce soit un peu mainstream, ou 15 ans, avant qu'un robot range tes courses, t'inquiète pas, c'est pas demain la veille, quoi. Tu vois, on a un peu de temps avant d'aller l'acheter chez But ou à la Fnac, quoi. Donc voilà. Mais moi, je suis très optimiste et je suis très optimiste sur le, voilà, sur tout en général, tout le temps. C'est comme ça que je préfère voir la vie. Donc on peut continuer à investir en crypto et sur l'IA. Il faut investir en crypto, en fait, c'est important. Ouais. Crypto, le piège que tu as avec le crypto, c'est, je t'avais dit, l'adage, c'est le marché bat toujours l'équipe, market beats the team. Le marché dans le cas de la crypto, c'est la régulation. Donc tant que le régulateur ne veut pas voir ta gueule, en fait, tu seras toujours en risque sur le fait qu'il te dézingue, quoi. Mais en vérité, c'est quand même le sens de l'histoire. Et les régulations existent et s'améliorent et sont en train de se développer. Donc la crypto fait partie aujourd'hui du monde réel. Tu as un temps d'apprentissage encore. Comment est-ce que tu apprends, tu te tiens à jour? Comment est-ce que tu t'inspires? J'ai de la chance quand même, parce que moi je passe ma vie avec des entrepreneurs qui m'inspirent toute la journée, quoi. Donc c'est vraiment ça qui me tire. Et donc c'est eux qui moi ils me fuelent tous les jours avec leur reporting, avec leurs learnings, avec plein de choses. En fait chaque reporting, chaque information qu'ils me donnent est une information supplémentaire qui rentre dans le système. Sur la manière dont ça fonctionne, sur le secteur, super riche. Hyper riche. J'ai un bol pas possible là-dessus. Merci beaucoup Jean d'avoir passé ce moment avec nous, c'était super enrichissant. Bonne chance pour le championnat du monde. Je ne vais pas te dire bonne chance pour le climat, mais bonne chance pour le championnat du monde. Merci, c'est trop sympa Arnaud. Et je te souhaite tout le meilleur, et puis pour vous qui nous écoutez, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Jean. Merci, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.